Bonjour et bienvenue au Festival Histoire de l'Art de Fontainebleau, organisé par l'INHA et le Château de Fontainebleau. Cette 14e édition a pour pays invité l'Autriche et pour thème le vrai et le faux. C'est dans ce cadre que nous sommes ravis d'accueillir Victor Claes, le coordinateur scientifique de l'INHA. Il est aussi historien de l'art du 19e et a travaillé notamment sur l'impressionnisme et l'historiographie dans le cadre de sa thèse sur Maya Greffe. Il est aussi auteur d'un essai sur le billard, publié par l'INHA, intitulé Jeux de position, et d'un ouvrage collectif sur le travail d'historiens et d'historiennes de l'art avec François-René Martin, Charlotte Fouché-Zarmagnan et Pascal Cugy, intitulé En couple. En ce moment, il travaille sur le motif de l'échafaudage, bien que nous le retrouvons aujourd'hui pour cette conférence intitulée Scandale à Berlin, les 33 faux Van Gogh d'Otto Wacker. Merci infiniment, Louisa. Merci de ces mots, de cette présentation. Je suis très très heureux d'être là aujourd'hui pour la 14e édition du Festival de l'Histoire de l'Art, où j'en ai vu vraiment une bonne dizaine, et c'est toujours une immense joie. Et là, dans la salle des colonnes, de vous voir nombreux et nombreux, c'est un vrai plaisir. Un horizon oblique séparant un ciel tourbillonnant, peuplé de nuages gris-blanc, d'une mer calme, paisiblement agitée vers la côte depuis laquelle elle est observée. Derrière les vagues en rouleau et les lignes d'écume, 4 petites embarcations se détachent, dont l'une, la plus proche, dresse sa voile sous le contrôle d'un pêcheur aux traits anonymes. Partout, en tonalité de bleu plus ou moins foncé, de nuances turquoises et de beige, des centaines d'épais coups de pinceau trahissent la manière de Vincent Van Gogh, qui avait fait des Saintes Maries de la Mer, à distance raisonnable, d'Arles, où il espérait faire communauté avant de déchanter, de sombrer, un site d'importance à l'été 1888. Magnifique. Il existe bien sûr une série de toiles figurant les lieux, ainsi que de nombreux dessins à la plume et à l'encre de Chine qui déclinent le motif sous diverses variations. Comme cela est bien souvent le cas pour Van Gogh, qui dessine furieusement, il existe bien des traductions en peinture, d'esquisses réalisées sur le vif, et c'est le cas de notre tableau. Sa structure et son motif empruntent à un dessin, à la localisation malheureusement aujourd'hui inconnue, qui figure cette même situation visuelle. Vous m'avez vu venir avec mes énormes sabots. Nous regardions un faux tableau acheté dans l'illusion de faire l'acquisition d'un authentique chef-d'œuvre de Van Gogh par Hélène Kröller-Müller auprès d'une galerie située à La Haye dans les années 1920. Dans le Kröller-Müller Museum d'Otterlo, aujourd'hui, l'œuvre de 43 par 56 cm est conservée et cataloguée sous un numéro d'inventaire, KM 108 801. Les faux aussi ont droit à leur numéro d'inventaire. Parmi bien d'authentiques œuvres du peintre. Mais elle est attribuée, vous voyez, à son faussaire potentiel, un certain Leonhard Wacker, sans que nous soyons encore aujourd'hui absolument certains que l'œuvre soit de sa main. La toile figure parmi un lot d'une trentaine de tableaux associés à ce nom scandaleux, Otto Wacker, le frère de Léonard, aux côtés de divers sujets largement représentés par le peintre et que ces spécimens détournaient. Un autre exemple, ici issu de la phase des Saintes Maries, mettant en vis-à-vis un autre dessin original et sa falsification traduite en huile sur toile. Le protagoniste principal de ma conférence matinale dans le cadre de ce festival consacré au thème Le vrai, le faux n'est pas Leonhard, mais Otto Wacker, dont vous avez aperçu l'expression fermée sur mon image d'introduction et que je montre ici à nouveau. Photographie prise lors du procès, à l'issue duquel il fut reconnu coupable et condamné à Berlin, on est au printemps 1932, pour avoir disséminé sur le marché une trentaine de prétendus Van Gogh. L'affaire est loin d'être inconnue. Elle a fait énormément de bruit à l'époque, et donc il y a une profusion de sources, alors moins d'archives que de presse et d'articles de presse spécialisés, qui permettent aux historiennes et historiens du faux de reconstituer cette affaire. Les universitaires se sont saisis du cas. Je pense en particulier à Stefan et Nora Koldehoff dans une série de publications qui donne ce livre Der Van Gogh Coup, Otto Wackers Aufstieg und Fall, l'ascension et la chute de Wacker,
Et je mets juste à côté des travaux des Koldehof cet article de Walter Feichtenfeld, qui est le descendant d'une lignée de galeristes qui était directement impliqués dans l'affaire et qui proposait déjà dans les années, je crois 80, un premier catalogage des faux Wacker. Pour ma part, il y a 10 ans, dans une thèse de doctorat consacrée à un historien de l'art allemand de l'époque, entendu comme expert lors du procès, vous le voyez ici, Julius Meyer-Greff, j'ai un peu débroussaillé cette histoire et apporté une humble contribution, mais sans pour autant entrer dans la minutie des travaux historiens mentionnés. La plupart des savoirs que je partage doivent beaucoup à ces publications. Mon objectif est simple ce matin. Je vais chercher à vous raconter cette histoire un peu rocambolesque en espérant que nous puissions ensemble en tirer quelques réflexions sur l'écosystème du faux, sur les procédés de légitimation qui sont capables d'engendrer de la valeur, d'engendrer du prestige, sur la manière avec laquelle les yeux et les esprits les plus fiables peuvent toujours, pour des raisons variées, flancher face au fantasme de la découverte de chefs-d'œuvre inconnus. Et puis cette question, moi je m'en sors pas de cette question qui me taraude en regardant ce tableau. Est-ce qu'il est beau ? Si oui, qu'est-ce que signifie cette beauté ? Et qu'en sera-t-il lorsque l'une des œuvres bien connues du maître néerlandais, conservée dans un grand musée, rejoindra le catalogue des faux Wacker parce qu'un ou une historienne téméraire aura décidé que l'archive a parlé ? Tout commence, on rentre dans la narration, du moins publiquement, au tournant d'une année décisive, l'année 1928. Un expert reconnu qui porte ce nom extraordinaire pour nos affaires, Jacob Barth de la Faille. Et des failles, il y en a beaucoup. J'ai une collègue qui s'intéresse aux aptonymes, hein, vous savez, les menuisiers, la planche, etc. Et je trouve que là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il prépare de la Faille la sortie du premier catalogue raisonné de l'œuvre de Van Gogh. Et c'est son coup de maître, son dur labeur. Il y consacre une énergie intense. Le livre paraît, éditeur très respectable, parisien et bruxellois. L'ouvrage gravait dans le marbre fragile du monde de l'expertise, pour la première fois, à l'usage des amateurs, historiennes, historiens, acteurs et actrices du marché, le catalogue complet du peintre. Il visait, comme c'est le cas d'un catalogue raisonné, à l'exhaustivité. Donc c'est une excellente année 1928, du point de vue d'une galerie d'art, on sort le portefeuille, pour préparer des expositions, susciter des envies d'acquisition parmi sa clientèle. Et plus particulièrement en Allemagne, dont la nouvelle bourgeoisie industrielle, progressiste, depuis une décennie au moins, jetait son dévolu sur le peintre, tout comme sur d'autres représentants de l'impressionnisme et ses tendances affiliées. Je pourrais faire une conférence juste sur ce thème, mais il y a dans la spirale des clichés de la culture germanique une sorte de pente naturelle qui guide vers Van Gogh, la profondeur philosophique de son art, la puissante matérialité de ses tableaux empâtés, la destinée singulière d'un combattant protestant du sacré dans l'ordinaire, la nostalgie d'un Sud que le Nord devait savoir apprivoiser, conquérir. Et sans essentialiser l'histoire du goût, plutôt en proposant, au contraire, de la déconstruire, on peut dire que les caractéristiques associées à la peinture de Van Gogh et aux légendes qu'elle colporte trouvaient un terrain très fertile outre-Rhin, où la puissance d'achat de cette bourgeoisie esthétiquement aventureuse, progressiste, trouvait certains accomplissements. Toute une chose explorée dans le cadre d'une exposition qui était vraiment très très bien, Making Van Gogh, au musée de Francfort, au Städel Museum, où j'avais eu le plaisir de donner une conférence en 2019. Et c'était vraiment une exposition à la fois d'art et à la fois documentaire sur la réception du peintre en Allemagne. Donc nous sommes en 28, et avant l'apparition de ce catalogue raisonné de la Faille, plusieurs galeries proposent des expositions sur Van Gogh. En premier lieu, la galerie de Paul Cassirer. Enfin, Paul Cassirer meurt en 26, sa galerie existe toujours. C'est le grand galeriste de l'avant-garde en Allemagne, la grande galerie de l'avant-garde dans l'Allemagne de l'époque. Et c'est une grande exposition Van Gogh de son salon de la Viktoriastrasse, que vous voyez ici, qui mélange des prêts de musées publics, donc de collections publiques, et des prêts privés, avec bien sûr l'idée de vendre des tableaux. La galerie propose cette grande exposition donc en suivant cette vague. Et un mois à peine, vous le voyez sur ces deux petites brochures catalogues, Otto Wacker, le voilà, avait proposé non loin de là, dans sa propre galerie, une exposition de dessins. Chez Cassirer, c'est vraiment des peintures qu'on montre
avec un catalogue très fouillé qui se rapporte donc à peine paru au catalogue de la Faille. Chaque œuvre est documentée, elle est bien dans le catalogue raisonné, il n'y a aucun problème sur les questions de provenance et d'authenticité. Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition, pour vous faire un petit florilège, auquel je joins le copier-coller des provenances que vous pouvez parcourir des yeux. Je l'ai pris en anglais des sites des musées américains quand c'était en anglais. Mais on peut voir par exemple le fameux autoportrait au fond Stabilo, magnifique, dédié à Paul Gauguin, donné par l'artiste à son ami ennemi, qui le vend tout de même, Gauguin, à Vollard, qui le vend ensuite à Paul Cassirer, avant que l'œuvre n'arrive dans les collections bavaroises, avant d'être saisie par les nazis, vendue en Suisse dans la vente scandaleuse de Lucerne de 1939 pour renflouer les caisses du régime. Toute une histoire, il y en a tellement d'autres, une autre histoire en réalité. Mais un Van Gogh identifiable, identifié, donné à Gauguin, vendu par Gauguin, on a de la documentation. On trouve aussi ce portrait magnifique, ce portrait par objet de Gauguin, justement, la chaise de Gauguin, qui, comme bien d'autres œuvres du maître, et c'est ça la provenance principale des Van Gogh au départ, c'est la famille. C'est-à-dire que le tableau est récupéré par Théo meurt peu après, et la famille est en possession de la majeure partie des œuvres de Van Gogh, qui soit les vend, soit les conserve pour les léguer à l'État, et qui, je ne sais pas quel est exactement, si c'est un legs ou une donation, peu importe, ça devient le Van Gogh Museum d'Amsterdam. Des beaux et d'authentiques tableaux, donc on est là pour le sang et la sueur, on veut des faux. J'y viens. Alors que les équipes de Cassirer montent cette exposition en 1928, les tableaux qui sont destinés à être exposés arrivent et il en manque quelques-uns. C'est-à-dire qu'on laisse un espace vide sur les Simèses parce qu'il manque une livraison, une cargaison de Van Gogh. Et ce lot retardataire, c'est celui des tableaux prêtés à l'exposition de Cassirer par un jeune marchand, donc Otto Wacquin, qui les avait promis. Et c'est à ce moment-là, lors de l'arrivée et de l'installation de ces œuvres, que quelque chose cloche. Une historienne de l'art, jeune, absolument brillante, Grete Ring, qui travaille à la galerie Cassirer, observe de près les toiles nouvellement accrochées de Wacquin et les compare au reste des œuvres. Elle le fait avec un doctorat en poche, un doctorat réalisé sous la direction de l'illustre Heinrich Wölfflin, historien de l'art, fort d'avoir été la collaboratrice des musées berlinois avant d'avoir rejoint un peu le monde privé après la Première Guerre mondiale. Et pour elle, il ne fait aucun doute, les tableaux de Wacquin ne tiennent pas. Voilà d'autres images de Grete Ring, et je mentionne, elle est exilée ensuite en Grande-Bretagne, je mentionne qu'elle a fait l'objet d'une exposition que je n'ai pas eu la chance de voir à la Liebermann Villa en Allemagne, et que c'est une personnalité tout à fait intéressante. C'est un peu d'elle que tout part, en fait, que la supercherie est révélée. Peut-être qu'elle regardait alors, dans l'exposition, les détails d'un zouave, supposément peint à Arles, dont plusieurs versions authentiques sont connues, ou encore ce Sommer à droite, dont on connaît plusieurs avatars réalisés avec en tête l'iconographie naturaliste et poétique de Jean-François Millet. Aujourd'hui détruite, perdue ou non localisée, je vous condamne à observer ces vignettes en noir et blanc. Donc. Mais peut-être que Grete Ring doutait en regardant cet autoportrait à l'oreille bandée, au motif si spectaculaire au regard de la vie et l'œuvre du peintre. Il était exposé sous le numéro 53, je vous présente la page du catalogue, et présenté à l'exposition comme en possession d'une personne anonyme, basée à Berlin. L'œuvre est aujourd'hui visible et préservée au musée d'Harvard. Par son œil et par son intuition, Grete Ring estime ces tableaux profondément douteux et fait part de son impression à son collègue, Walter Feilstenfeld. Les deux examinent les œuvres, comparent, réfléchissent et alertent le milieu. Serait-il seulement possible, alors que ces œuvres avaient été authentifiées par de multiples experts, alors qu'elles figuraient bien au catalogue raisonné de la Faille, soit des contrefaçons? Je vous laisse juger. C'est cet instant de stupeur, de sidération, de profond doute également qui marque le début de cette affaire Wacquin, comme on l'appelle parfois en Allemagne. Et naturellement, le premier truc qu'on veut faire, à part l'observation, c'est se tourner vers la source de ces œuvres. Le jeune Otto, afin de s'enquérir d'informations sur la provenance de ces nouveaux venus dans la sphère marchande. Si le doute est fondé sur une expertise visuelle, c'est une expertise par l'archive qui devait l'infirmer ou le confirmer. Et le personnage ne contribue pas à calmer les soupçons. Otto Wacquin, c'est avant tout un danseur de cabaret
qui, sous le sobriquet d'Olindo Level, et j'ai beaucoup d'affection pour le personnage, ne vous y trompez pas, costumé, grimé, donnait des représentations dans diverses tavernes et cabarets populaires, à Düsseldorf, d'où il était originaire, et ailleurs. C'est un marginal un peu dans le monde du marché, il se serait mis à rassembler des dessins, des tableaux de maître, comme seconde activité, et s'était fait un petit nom dans l'Allemagne déjà, dans les années 10. Mais dans l'après-guerre, c'est Van Gogh qui l'intéresse, et il collectionne les dessins et aussi les peintures qui sont à la fois rares et recherchées. Autour de 1925, alors qu'il s'établit en commerce à Berlin, la simplement nommée galerie Otto Wacker, il commence à disséminer sur le marché de l'art une trentaine de tableaux, auparavant inconnus des spécialistes, mais qu'il s'empresse de faire authentifier par des savants. Vous voyez en bas à gauche de ce scan de page de livre, une expertise, c'est-à-dire qu'un expert, un savant, ici c'est Henricus Petrus Bremer, vraiment autorité, qui dit « je vu le tableau, tel tableau, catalogué ainsi, et je certifie que selon moi, selon mon œil, mon analyse, il s'agit d'un authentique tableau de Van Gogh ». De notables collectionneurs et collectionneuses achètent des tableaux du lot Wacker. Je vais dire des noms qui vous disent peut-être rien, mais Hugo Perls, par exemple, qui est un grand collectionneur allemand, Hélène Kröller-Müller, que j'ai cité, la galerie Tannhäuser, la galerie Mathiesen, qui sont vraiment des galeries majeures de l'Allemagne de l'époque, prennent des œuvres en dépôt et les revendent, donc à profit pour ces galeries et à profit pour Wacker aussi, auprès d'une clientèle très avide de ces tableaux. Quand les soupçons s'élèvent, en 1928, ce qui jette a posteriori le doute sur l'ensemble des œuvres du lot, les marchands paniquent. Ils cherchent en priorité à établir avec davantage de sûreté l'historique des objets. Et c'est là que ça devient vraiment encore plus rigolo. C'est-à-dire que l'histoire de Wacker est extrêmement bien rodée. Ce qu'il raconte, c'est qu'un jour, il dansait à Düsseldorf. Et qu'à la fin de son spectacle, un personnage est venu le voir, issu de la noblesse, un Russe. C'est important, un Russe. Il serait en possession d'une collection inouïe de Van Gogh qu'il était prêt à revendre et qu'il avait fait parvenir en Suisse. Pour une simple raison, c'est parce qu'il est russe, il avait fui avec sa collection et avait peur de voir ses collections saisies par le régime soviétique, comme ça avait été le cas pour Tchoukine ou Morozov, si ces noms vous sont familiers. Œuvres saisies, nationalisé. Donc lui avait fui la Suisse avec ses tableaux, et de peur de représailles de la famille restée en Russie, de peur de se voir ses biens quand même saisis ou de le voir lui-même traqué par le régime, il veut rester absolument anonyme. Et donc Wacker se blinde derrière cet anonymat pour dire j'ai une histoire crédible, mais je ne peux pas vous donner le nom. Tout le monde insiste, mais dis-nous son nom, cher Otto Wacker, parce qu'on commence à perdre foi dans l'authenticité de ces tableaux, et lui refuse, ce qui va bien sûr poser un certain nombre de problèmes. La rétention d'informations joue en sa défaveur. Du point de vue de la descendance de Van Gogh, il y a d'autres problèmes. La famille Van Gogh tient un registre scrupuleux des œuvres qui sont vendues et qui passent dans d'autres mains. Aucun nom de Russe qui achèterait 33 tableaux. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Et donc, de ce côté-là, aucune trace visible. Demeurent les objets et la question de l'expertise de l'œil face à elle, et face à elle, l'expérience... Pardon, 1, 2, 3, je recommence. Demeurent les objets et la question de l'expertise de l'œil face à celle plus archivistique de la provenance matérielle. Jacob Barth de la Faye se met à rejeter en bloc de son propre catalogue raisonné l'ensemble des œuvres de Wacker auparavant authentifiées, avant de se rétracter plus tard, d'accepter la moitié à peu près et de refuser une autre partie. Nous y reviendrons. Il n'avait pas été le seul à avoir authentifié ces objets suspects, donc moyennant une contrepartie financière qu'on imagine aussi. Bremer, que je citais, Julius Meyer-Graefe, qui faisait autorité, que j'ai déjà mentionné. Et dans la confusion générale qui commence à gagner la presse, qui s'en fait vraiment les choux gras, la plupart des experts quand même rétractent leur jugement et admettent avoir émis des expertises trop hâtives. Pour vous donner une idée du brouhaha que ça représentait pour le marché de l'art moderne à l'époque, le directeur de la Galerie nationale de Berlin, Ludwig Justi, organise une soirée assez sympa où j'aurais bien été, voilà le carton d'invitation, où on mettait les faux et les vrais à côté, des faux et des vrais à côté, des faux Van Gogh et vrais Van Gogh à côté, pour venir discuter collectivement de savoir si on pouvait déterminer leur authenticité ou non. Et c'est alors que notre expert, Jacob Barth de la Faye, fait ce mouvement extraordinaire, qui moi m'intéresse en tant qu'historien de l'art,
qui s'intéresse à l'épistémologie, c'est-à-dire à la manière dont on produit, on traite les connaissances notamment, il publie un catalogue raisonné des faux. Et ça, j'adore ce renversement, ce catalogue raisonné qui est complètement irraisonné et qu'il faut re-raisonner, mais en proposant un catalogue de désattribution. Enfin, je trouve ça absolument formidable. J'exagère un peu par rhétorique, puisque souvent les catalogues raisonnés ont dans leur constitution même une partie consacrée aux faux authentifiés. Bon, on est là au cœur du thème du festival et qui fait que cette édition est si porteuse et si magnifique. L'ouvrage fait belle part au cas Wacker, parce que quand même, il s'était un peu ridiculisé, le pauvre. Et voilà, je vais essayer d'abréger parce que je suis déjà trop bavard. Je vous mets juste un passage où vraiment ces affaires de vrai ou faux, le cocktail du faux est à son meilleur dosage, quand il écrit les soupçons que cette provenance mystérieuse, l'histoire du russe, pouvait faire naître, était dissipée par la considération que, quoique énigmatique, une telle découverte n'était pas absolument impossible. Ces tableaux, mêlés à d'autres, à l'exposition de 1928, dont l'authenticité était certaine, hurlaient. Les faux, entre parenthèses, sont des tableaux hurlants, retenez ça. Leur coloris sonnait faux et il y avait quelque chose de discordant. Les tableaux vrais, rangés les uns à côté des autres, exposaient leur tonalité heureuse, mais tout à coup l'harmonie était rompue, et des toiles au ton criard faisaient contraste avec l'ensemble. Le faux, donc, sont des tableaux hurlants. De La Faye en fait une liste commentée et scrupuleuse, avec, à l'impératif, j'adore, comparer, en mettant les images des faux et des vrais à côté. S'ensuit une longue enfilade de planches comparatives qui mettaient en vis-à-vis des faux, des détails falsifiés et des tableaux jugés authentiques. Vous voyez d'autres planches ici, donc vraiment d'un point de vue éditorial, c'est extrêmement soigné, je trouve ça assez intéressant de ce point de vue-là aussi. Et un exemple spectaculaire, parce qu'on peut avoir le faux de Harvard en bonne qualité, sont le faux et le vrai, enfin le vrai qui aurait inspiré le faux côte à côte, dans sa version analogue du Courtauld, acheté par un collectionneur suisse non identifié, puis passé aux États-Unis par le biais de la maison Wildenstein. Donc je trouve ce travail de correction catalographique par De La Faye et le texte qui l'accompagne très intéressant, non seulement pour son aspect factuel et positiviste, revenir aux faits, mais également sur l'aveu, et c'est très important ça, l'aveu à demi-mot, que si les faux existent et circulent comme authentiques, c'est parce qu'un désir sous-jacent de les estimer vrais anime les instances de légitimation. Du côté des clientes et des clients, des marchands d'art, et j'en arrive à la dernière partie de mon intervention, on va vers le judiciaire, qui ont, ces marchands d'art, sans le savoir, pratiqué du recel d'œuvres inauthentiques, enfin on l'espère, l'énervement va croissant. On trouve de nombreuses archives de rétractation, des lettres et documents par lesquels certaines maisons rappellent les tableaux à leurs clients, annulent les dépôts et échanges, mais dans le lot, certains collectionneurs continue à croire, dans une forme de désillusion peut-être, être en possession d'authentiques Van Gogh. Ici, un achat de Chesterdale, célèbre banquier et collectionneur états-unien, concernant un tableau dont je vous laisse juger de la qualité au regard de son équivalent autographe. L'affaire prend donc une tournure judiciaire. Est-ce que c'était celui-là, celui de Chesterdale, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc à gauche, le vrai, à droite... L'affaire prend une tournure judiciaire, et donc à travers une organisation qui les fédérait, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'Association des galeristes et antiquaires allemands, les galeristes victimes s'associent pour déposer plainte contre Otto Wacker, qui conduit à une véritable enquête qui implique des investigations de diverses natures. Les résultats de cette enquête conduisent à un procès retentissant, et le tribunal de Moabit, j'ai pris un H, Moabit, à Berlin, devient en quelques jours le procès, le centre de toutes les attentions du monde de l'art européen. Je tiens à faire une petite incise concernant l'iconographie générale de ce procès, que l'on doit une figure étonnante de la photographie de presse de l'époque, et c'est Leo Rosenthal. Tous ces clichés de procès que vous avez vus sont de lui. Il s'était fait une spécialité de la photographie de tribunaux, et on lui doit des clichés célèbres qui figurent entre autres Adolf Hitler, je crois que c'est le procès du Eden Palace, où il était entendu comme témoin, ou encore Einstein, entendu comme témoin également et non comme accusé. Et donc pour braver l'interdiction de photographier, il avait pour coutume de mettre son manteau sur son appareil, sur les tables, comme ça, et de faire des clichés un peu
voyeur et avec des espèces d'angles bizarres. Et je trouve ça absolument fascinant, également par le poids historique qui maintenant accompagne ces images prises à la volée. J'ai eu la chance d'aller au Landesarchiv de Berlin pour consulter son fond, parce que je voulais récupérer toutes les images du procès Wacker. Et une de mes préférées, c'est celle-ci. C'est la salle d'audience vide avec les pièces à conviction, enfin les faux, exposés comme une salle d'exposition dans le tribunal de Berlin en 1932. Un procès donc très relayé par la presse généraliste. Dans une atmosphère, vous imaginez 32, bon, Zeitbilder, Adolf Hitler est là sur la couverture et à l'intérieur du numéro, les photos vendues par Rosenthal du procès Wacker sur les faux Van Gogh dont tout le monde parle. Et ce qui se passe très concrètement, un coup d'œil sur la montre, ce qui se passe très concrètement, c'est que Wacker est rapidement acculé. Malgré les efforts de son avocat, qui s'appelle Ivan Goldschmidt, en raison de son mutisme au sujet du dit collectionneur russe, chez lequel il se serait approvisionné. Mais le plus accablant, vous n'avez rien vu, c'est le fruit d'une enquête policière qui guide les forces de l'ordre à perquisitionner le logement de son frère, Leonhard. Voilà, les Koldehof ont réussi vraiment à faire une enquête documentaire sur Otto Wacker, qui est, je crois, mort dans les années 60, enfin, qui a vraiment survécu à cette affaire, qui s'est un peu retiré du monde, qui a continué à danser un peu après. Voilà la famille. Le père est peintre. Ça sent pas très bon. Le peintre est peintre restaurateur de tableaux, en fait. Son frère pratique la peinture, son autre frère aussi. Enfin, il y a plein de photos d'eux en train de manier le pinceau. On se dit qu'il y a quand même anguille sous roche. Mais le coup de grâce, c'est la découverte chez le frère, chez Leonhard, de plusieurs débuts de tableaux à la Van Gogh, d'une esquisse d'une toile en voie d'achèvement à la manière de Van Gogh, figurant un champ de blé en train d'être fauché par un paysan sous un soleil de plomb. Autant vous dire que la défense est une sorte de désastre à tous les points de vue, d'autant plus que les sciences dures, alors voilà une photo du frère avec d'autres tentatives trouvées. J'adore. La science dure ne va pas dans le sens de la défense, puisque pour la première fois, un procès de faux tableau implique des rayons X, c'est quand même une technologie relativement récente dans l'expertise des tableaux. Et alors là, les rayons X jettent le doute aussi. Incompatibilité avec les manières de faire de Van Gogh. Les matériaux à la disposition du peintre ne se retrouvent pas forcément. Les couches picturales se décrochent. Là, vous voyez que déjà, là, le tableau est en très mauvais état et qu'on trouve une résine à l'intérieur. Et hop, voilà d'autres vues à rayons X. Vrai semeur à gauche, faux semeur à droite. Rayon X des deux au milieu. Moi, je suis pas du tout... Il y avait plein d'autres conférences dans ce festival pour essayer de comprendre comment regarder ce genre d'images. Moi, je n'y connais rien. Mais d'autres prélèvements, nous voici une archive curieuse, la mallette de prélèvement de pigments, qui faisait part de résine, en fait, destinée à accélérer le séchage de la peinture. Bah oui, quand il faut rendre les tableaux à Cassirer, il faut que ça sèche plus vite. Et qui ne se retrouvait pas dans les œuvres originales de Vincent Van Gogh. Je ne vous fais pas dire. Voilà, Martinus de Wild, voilà, qui font partie de ces experts scientifiques de sciences dures qui ont contribué au procès. Je vous montre quelques images de Rosenthal, absolument géniales, qui montrent à quel point ce procès ouvre vers un décryptage quasi sociologique du monde professionnel de l'art, qui vaudrait d'ailleurs complètement aujourd'hui de la même manière. Devant les pièces à conviction, tout un tas d'hommes, c'est principalement des hommes. Gretering a quand même été entendu. Vous voyez ici Meyer Graefe à gauche, je crois reconnaître Ludwig Justi de dos, le directeur de la National Gallery, et les revoilà en plan plus large, observant l'autoportrait que je vous montrais juste avant, accompagnés probablement des scientifiques avec cet éclairage spécifique pour bien voir les œuvres. Et l'histoire de l'art s'écrit pendant ces audiences de plusieurs jours, avec toutes ses composantes dans l'arène judiciaire, le monde des discours, critiques, historiens, le monde savant, universitaire, chimiste, experts variés, le monde muséal, conservateur, conservatrice, le monde marchand, galeriste, courtier, la famille de Van Gogh, sous la représentation de Vincent Willem Van Gogh, qui est, je crois, le neveu, ou petit-neveu, je ne sais plus. En tout cas, c'est voilà, les représentants symboliques de la première victime en fait morale de la chose, qui serait l'artiste lui-même, Vincent Van Gogh. Je m'approche de la fin de conférence, donc je vais la finir un peu en sprint. Je vais déballer tous les trucs croustillants que je voulais dire. Et puis, je vous laisserai avec des questions en suspens. Je déteste conclure.
j'ai pas le temps d'entrer dans les détails du procès, mais je caricature par la caricature. Voici celle que publie The Haagse Post, un canard néerlandais qui suivait les sessions et moquait la valse des expertises à la barre. On rejette, on réauthentifie partiellement, on re-rejette, on réidentifie, donc c'est un jeu de la marguerite. Et ici, on a Bremer, un des experts, et de la Faille qui sont en train de faire le jeu de la marguerite. Hein. Je t'aime un peu. Mais sauf que c'est, oui, vrai, faux. Au-delà de la charge comique, la chose souligne, et ça j'adore, la dimension arbitraire. C'est ça qui m'intéresse dans cette pratique, que l'on ne saurait assumer, désigner quelque chose comme authentique ou non, basé sur un jugement, certes appuyé par une expérience, mais un jugement, somme toute, finalement subjectif. Deuxième exemple, alors celle-ci c'est la meilleure caricature, hein, parce qu'en plus elle reprend la configuration visuelle du procès, enfin j'adore. Deuxième caricature, Rudolf Grossmann, qui est par ailleurs un caricaturiste génial, réunion d'experts, et cet expert dit à l'autre « Je considère ce tableau comme un authentique de la Faille ». C'est assez drôle. Et à droite, plus sérieusement, une conférence donnée en marge du consortium, par le consortium d'avant-garde, le groupe de novembre, le November Group, hein, à travers Paul Westheim, grand ennemi de Maya Graef, justement, et qui, eux, en gros, en tant que jeunes avant-gardistes, qui étaient vraiment dans l'avant-garde plus sportive, jugeaient qu'en fait c'était les vieux schnocks qui parlaient d'impressionnisme de manière lyrique et qui s'emberlificotaient leur pinceau dans les affaires de vrai ou faux, ça ne nous intéresse pas, nous sommes une nouvelle génération d'artistes et passons en gros à autre chose, quoi. Vos querelles ne nous disent rien. Et sa conférence s'appelait « Quand les experts se trompent », remarque sur le procès Wacker. Les experts qui se trompent. Alors peut-être que je vais finir là-dessus parce que pour moi, c'est pas parce que j'ai fait ma thèse sur le type et que je le trouve plus génial que les autres, mais c'est une bonne virgule de fin. J'ai pu recomposer dans le cadre de ma thèse certains vraiment dialogues qui ont lieu dans le procès. C'est-à-dire qu'on glane une citation dans un article de presse à droite, à gauche, et puis on peut recomposer comme ça ce qui s'est dit dans le procès. Ça, c'est absolument génial comme travail historien. Donc Maya Graef s'était largement décrédibilisé en ce qu'il n'avait pas non seulement délivré au compte-gouttes 25 expertises aux marchands, pour Otto Wacker, pour ses faux Van Gogh, mais de plus arrangé pour lui une exposition de dessins, celle que je vous mentionnais, en 1928. Si De La Faille, je vous ai dit, avait rétracté ses jugements, banni la plus grande partie des tableaux concernés du catalogue, Maya Graef, lui, comme critique et expert, eut du mal à se montrer si catégorique. Il pensait que certaines des œuvres qui étaient sorties par Wacker étaient médiocres, mais qu'elles étaient quand même vraies, potentiellement attribuables à Van Gogh. Je vais finir sur ça juste après. Dialogue entre l'avocat d'Otto Wacker et Julius Maya Graef. Quelle est en fin de compte la valeur d'une expertise ? On est à Moabit, dans un procès en 1932. La foule est très agitée, donc quasiment nulle. Les personnes qui se basent sur des expertises pour acheter des tableaux ne méritent que d'être dupées. Et là, tout le monde se marre. L'avocat. Si un doute subsiste quant à l'authenticité d'une peinture, et qu'il est nécessaire de s'en remettre à la provenance de l'objet, que reste-t-il pour les experts en art ? Pourquoi ne laisse-t-il pas au notaire le rôle d'établir des certificats d'authenticité ? Vous voyez que c'est... Bon. On y revient. Maya Graef répond « On trouvera toujours des gens plus stupides encore que les experts en art. » Il a arrêté de là. J'ai sûrement mal traduit. Es gibt immer noch dümmere Menschen als die Kunstsachverständigen. C'est vraiment la punchline du procès qui toute la presse s'arrache. Notre activité, poursuit-il ici, si discréditée, dispose toutefois encore d'une certaine valeur. Chaque année, j'authentifie environ une centaine de contrefaçons qui, sinon, circuleraient comme des œuvres authentiques sur le marché. Je reviens juste sur cette affaire de notaire. Je veux dire, à vraiment un âge, aujourd'hui, donc 100 ans après, où les études de provenance deviennent vraiment part constitutive de la discipline de l'histoire de l'art, où on développe des masters universitaires spécialisés sur ces questions. Et c'est finalement l'alliance de toutes les manières de faire l'histoire de l'art, y compris l'archive et y compris l'œil et le droit, qui permet de recomposer l'historique des tableaux et des œuvres d'art plus ou moins problématiques. Donc c'est drôle de voir la franchise avec laquelle ces questions-là sont posées. Et alors la question de l'expertise et de la variabilité, de l'arbitraire de l'expertise, bien sûr, c'est facile de dire mais Graef, en fait, il est en train de se racheter, il est en train de dire bah oui, mais
bon, si vous croyez ce que je vous dis, en fait, c'est jamais votre faute. Et puis je terminerai donc par ça, avant de vous dire la sentence judiciaire. Ce qui m'intéresse, c'est cette question de l'œuvre faible et de l'œuvre forte. Et en réalité, ce qui intéresse Maya Greffes, c'est que le monde dispose d'un bel objet, d'une belle œuvre d'art qui puisse vous épanouir en tant qu'être humain. Et est-ce qu'il vaut mieux un bon faux qu'un mauvais vrai ? Et surtout, Van Gogh avait le droit à ses heures faibles. C'est cette exigence des soi-disant génies G majuscules de devoir toujours produire de l'extrême qualité. Et lui dit, les génies ont droit à leurs heures creuses. Et ça, je trouve ça assez beau. Otto Wacker est condamné en appel le 6 décembre 1932 à 1 an et 7 mois de prison et 30 000 Deutschmark d'amende. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup. On a une vingtaine de minutes pour des questions. Merci beaucoup, Victor. C'était trop bien. Enfin, comme d'habitude, mais c'était vraiment passionnant et génial. J'avais une question sur la volonté initiale d'Otto Wacker. Est-ce qu'on la connaît ? Est-ce que c'est gagner de l'argent ? Est-ce que c'est à type Van Meegeren, non, enfin, il n'était pas peintre, donc c'était pas on n'aimait pas ce que je faisais, donc je vais faire des choses pour qu'on les aime. Ou est-ce qu'il y a un côté plus avant-gardiste de je vais et presque performatif, je vais créer de l'art à partir du faux et c'est quoi ça, son envie initiale de... Je pense que le mystère, c'est une excellente question. Le mystère n'est pas véritablement percé. Alors bien sûr, il a fait carrière sur ce genre d'action. En fait, il était déjà mêlé à une affaire de faux dans les années 10, qui est ressortie plus tard. Mais bon, il y a clairement une idée de faire carrière et de gagner de l'argent avec ça, et peut-être sa famille également. Il y a un grand mystère, parce que le personnage est relativement mutique. Il en vient aux larmes pendant le procès, il est assez fragile. Il y a toute une expertise qui est aussi menée psychologique sur lui, dont les Koldehoff, mais il faudrait que je potasse mon livre, reviennent dans leur ouvrage. Et donc le personnage est largement aussi jugé comme un excentrique, en fait. C'est un peu comme les affaires de voleurs, de voleurs qui volent parce qu'ils ont l'impression de réparer une injustice. J'avais travaillé sur un voleur de Watteau dans les années 30 dont on n'arrive pas vraiment à comprendre les motivations exactes. Je pense que c'est une combinaison d'un peu tout. Mais le personnage est assez marginal quand même. Et très touchant à la fin, parce qu'il se fait traîner dans la boue par tout le monde, alors qu'en fait on sent que tout le système est un petit peu aussi pourrissant, quoi. Il y a des enjeux qui sont là partout, et chacun veut défendre la légitimité de son corps de métier. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une simple question. Est-ce que les faux étaient signés Van Gogh ? Alors, excellente question également. Une très très petite minorité portait la signature. Et c'est d'ailleurs une des lignes de défense d'Ivan Goldschmidt, l'avocat de Otto Wacker, de dire, en fait, ce ne sont pas des faux, puisque la plupart ne sont pas signés. Oui. Et je veux dire, d'aujourd'hui, ça ne tient pas vraiment. C'est du pastiche, quoi, c'est ça. Alors, oui, c'était, à mon avis, bénéficier d'une sorte de jurisprudence qui n'existe pas vraiment, essayer de s'en tirer par tous les moyens, ça n'a pas marché. Mais voilà, pour répondre à votre question très concrètement, une très petite minorité portait une signature, la grande majorité n'était pas signée. Merci. Merci Victor. Van Gogh peintre donc a fait l'objet de faux. Est-ce que on sait s'il y a eu des faux Van Gogh en gravure ? Tu comprends ma question. Des faux Van Gogh en gravure, sûrement sans aucun doute. Le problème avec Van Gogh, c'est que les provenances sont souvent bien connues en fait, et que il a gravé très peu. En tout et pour tout, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais normalement j'ai bien révisé 9 lithographies et une gravure à la pointe sèche.
Et donc voilà, ce corpus est si restreint qu'on peut quasiment énumérer le nombre de feuilles, et il existe un catalogue raisonné très pointu des gravures de Van Gogh qui même vraiment liste les répartitions et des différents tirages, ce qui est quand même rare dans un catalogue raisonné de gravure. Le doute subsiste quant à la fameuse gravure sur plaque qu'il fait du docteur Gachet à la fin de sa vie. Et en fait, un certain flou subsiste parce que la plaque de cuivre existait de manière posthume et plusieurs séries de retirages ont été faits. Donc je pense qu'il y a un doute en général sur cette gravure. Et j'ai plutôt tendance à penser qu'on n'a pas trop à s'inquiéter qu'il y a celle qui est conservée à Paris, à l'Institut national d'histoire de l'art, qui est peut-être une bibliothèque que tu connais. Est-ce que le fait de publier côte à côte les faux et les vrais en demandant au public de comparer, et donc pas seulement à des experts, est-ce que, et ça c'est ce que fait Delafaye si j'ai bien compris, est-ce que ça c'est nouveau dans le domaine de l'art? Parce que ça me fait penser à ce qu'a fait Mathieu Dreyfus avec le bordereau de Dreyfus en montrant le vrai et le faux et en demandant au public de juger justement pour intervenir sur l'affaire judiciaire qui, elle, n'aboutissait pas. Alors génial, je ne vais pas avoir de réponse à votre question, mais en revanche elle me donne beaucoup matière à penser du point de vue du travail historien et dans l'interconnexion en fait de ce qui fait l'authenticité, à la fois pour une archive qui va décider du sort d'un homme et pour l'authenticité d'une œuvre d'art. Donc voilà, elle me donne vraiment envie d'y réfléchir plus profondément. Je ne connais pas assez l'histoire ou l'historiographie, on dirait, du catalogue raisonné pour savoir si c'est la première fois qu'on fait vraiment les faux et les vrais côte à côte. J'imagine que non, mais de manière aussi systématique et avec une publication ad hoc dédiée à ce point. Je pense que c'est vraiment une des choses les plus franches de ce genre d'exercice à cette période. Je me trompe, peut-être. Est-ce que pendant sa prison, et voire après, il aurait continué comme peintre, mais cette fois avec sa propre signature? Non, il est resté très calme. Alors, son activité de peintre, à lui, elle était, dans son enfance, après, elle n'est pas vraiment documentée, c'était plutôt les deux frères. Mais il continue en fait à danser. Il fait encore de la danse dans les années 50, dans les cabarets. C'était vraiment la chose qui l'animait dans sa vie. Alors son frère, Léonard, si c'est lui qui les a fait, oui. Enfin, c'était une des choses que je mettais en question. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans l'analogie de la danse et de toute cette affaire qui a d'ailleurs été repérée par d'autres personnes qui ont écrit sur cette affaire. C'est la valse, un peu la danse des attributions. Cette manière de virevolter dans le vrai et le faux. Merci beaucoup pour cette passionnante conférence. Vous avez parlé de cette Greta B qui a été un peu celle qui a tiqué pour la première fois sur l'authenticité des peintures. Après, vous en avez moins parlé. Est-ce que c'est elle qui a été à l'origine de cette défiance vis-à-vis des œuvres? Est-ce qu'après, elle a joué un autre rôle dans ce procès ou pour d'autres affaires? Oui, je crois avoir mentionné qu'elle était entendue comme témoin dans le procès, qui était quand même une assemblée de mecs de toutes sortes. C'est un milieu extrêmement masculin dans lequel elle fait plutôt figure d'exception, mais qu'elle est exception. Et cette carrière, c'est une des premières docteurs en fait. Je vous renvoie du coup à cette exposition et à son catalogue qui est très bien. Il y a un portail internet si vous lisez l'allemand ou avez un DeepL intégré à votre navigateur, vous pouvez aller voir toute une documentation en ligne qui est très bien faite. J'ai trouvé ça très passionnant. Et si j'avais eu plus de temps, en fait, j'aurais fait tout un travail sur la réception plus au long cours. Et Grete Ring a fait un long article dans lequel elle revient sur toute sa perception de l'affaire, qui est vraiment très, très, très intéressant dans une revue savante. Et si jamais la chose vous intéresse, je peux vous en donner les références bibliographiques. Mais voilà, l'histoire s'arrête là. Je dis, elle a repéré, elle a été la lanceuse d'alerte, parce qu'elle a eu cette intuition-là immédiatement. Elle réapparaît dans le procès et elle publie, je crois, en tout et pour tout 2, dont un très long article, enfin, conséquent article sur l'affaire de son point de vue.
Merci pour votre conférence. Au-delà du cas Van Gogh, y a-t-il d'autres peintres sujets à des faux, mais peut-être pas à une aussi grande échelle? Je sais pas, il y avait Pierre Rosimbert qui parlait hier et il a répondu ça à cette question de... oui, enfin, des affaires de faux à si grande échelle, oui. Il y a des manufacturiers du faux qui sont célèbres. Et ils donnent d'ailleurs lieu à des biographies qui sont souvent des best-sellers. Et donc là, il y a vraiment des industries du faux qui sont connues. Il y a l'affaire Beltraki, il y en a plein d'autres. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre du scandale public, du faux massif dans les années 30 qui est assez un unicum dans l'histoire. Parce que là, on a toutes les composantes. On a la production du faux, on a les receleurs de faux, on a les experts qui se trompent, le procès, la presse. C'est la première fois on peut prendre vraiment tout le système et essayer de le décrypter de manière assez juteuse, je dirais. Comme le petit-fils de François Millet, Charles Millet. C'est ce qu'il a fait. Et moi, je voulais demander au musée Pouchkine à Moscou, nous avons un tableau de Van Gogh, La Vigne Rouge, et maintenant je me demande s'il est vrai ou faux, et comment est-ce qu'il a été acquis, si c'était après ou avant l'affaire. Je l'ai vu beaucoup de fois, oui, mais je n'ai jamais posé les questions. Je crois qu'il faut engager un notaire. Il faut le faire expertiser, mais on prend plusieurs experts. Merci pour cette conférence. Moi, je voudrais simplement une question au niveau des experts, avant qu'il y ait la science qui les aide. Est-ce que dans les musées, on a fait des recherches sur les autres peintres pour savoir s'il y avait, avec les moyens qu'on a actuellement, s'il y avait beaucoup plus de faux avant ou pas? Je veux dire, là, on est arrivé à un niveau d'expertise purement scientifique. Et là, pareil, je suis pas la bonne personne pour en parler, de science dure, qui est vraiment assez exceptionnel aujourd'hui. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est de... Je ne sais pas si vous connaissez les faux Van Meegeren, les faux Vermeer, cette affaire-là. On les voit aujourd'hui, les faux, et on se dit, mais comment ça a pu passer pour vrai? Et là, ce que j'aime bien dans ce cas-là, c'est que quand même, on doute un peu, quoi. On voit. Et je pense que ce qui compte, c'est l'environnement de la comparaison, avant tout. Et le fait que la plupart de ces œuvres n'aient jamais été vues dans des environnements dans lesquels des authentiques ont été présents. Donc oui, non, je veux dire, aujourd'hui, ce serait quand même beaucoup plus difficile, même si on n'est jamais à l'abri d'une affaire du genre. Je dirais aussi que, pour la petite histoire, quand Ludwig Justi, à la National Gallery de Berlin, organise une soirée pour comparer les vrais et les faux, il se trouve, parmi les vrais de référence, un tableau qui plus tard s'est révélé être faux, qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de vue, un petit paysage, et il était utilisé comme tableau témoin, et en fait on a réalisé après que c'était un faux d'une autre source. Donc je ne suis pas en train de vous dire c'est une vaste supercherie, ne croyez personne. Je veux dire, mais ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est d'où viennent nos croyances. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Je voulais savoir qu'est-ce qui était devenu ces tableaux par la suite, et est-ce qu'ils sont encore dans des collections ou encore exposés, détruits? Alors ceux que j'ai montrés qui étaient en bonne définition et qui sont dans les musées, donc sont fatalement dans les musées, il y avait le musée d'Harvard, le Kröller-Müller, donc je dirais que 5, 6 sont dans des collections muséales où les œuvres sont traitées en tant qu'imitateurs de ou signées Leonhard Wacker, point d'interrogation. Donc ça permet encore de les avoir aujourd'hui. Il y en a un, la National Gallery de Berlin aussi. Très honnêtement, dans la grande majorité, ils sont soit perdus, détruits, dans des circonstances qu'il est difficile d'élucider, soit dans des collections privées, pareil, j'ai du mal à comprendre où. Mais voilà, une petite partie se trouve en collection publique. Pardon, esprit d'escalier. C'est le procès d'Otto Wacker. Et pour beaucoup, les tableaux sont signés, ou authentifiés de son frère. Le frère n'a pas été mis en procès. Aucun.
Aucun. C'est un peu une incongruité judiciaire, mais lui est condamné pour avoir vendu des tableaux faux, d'avoir dupé. Son frère ne fait jamais l'objet d'un procès. Parce que lequel, c'est plutôt Léonard qui peint. C'est lui qui peint. Ouais. Otto, il ne peint pas. Non, il donc doit. Il y a une dimension purement conceptuelle de la chose. Lui, il est le lien avec la clientèle, en réalité. Et puis après, il est sa propre galerie. Ok. Fine équipe. Qu'est-ce que la date de ce procès, donc 1932, un an avant la prise de pouvoir de Hitler, révèle sur les transformations du marché de l'art en Allemagne au XXe siècle? C'est une question à $1000. Je ne sais pas comment vous répondre, mais ce que m'évoque votre question et l'atmosphère du temps qui est lourde et que j'ai essayé de laisser un peu comme ça en arrière-plan, c'est la fortune de Van Gogh sous le régime nazi. Van Gogh fait partie de ces artistes ambigus qui étaient à la fois aimés et haïs selon les goûts des dignitaires du régime nazi. J'ai mentionné que pendant la vente de Lucerne, un des tableaux de Van Gogh dont je vous parlais, l'autoportrait avec le fond stabilo, comme j'ai dit, un peu fluo, comme ça, incroyable, donné à Gauguin, avait été saisi par les nazis, stocké à Berlin et vendu pendant la vente de Lucerne sous les auspices de Theodor Fischer pour renflouer les caisses du régime en vendant de l'avant-garde au monde entier. Dans cette façon, c'est une vente qui est moralement mais abominable. Donc voilà, là on se débarrassait sur le marché des Van Gogh dans les collections allemandes. D'autres, et vous voyez ici Göring qui regarde un tableau de Van Gogh, admirait la puissance de vie, la force expressive, et il voyait une sorte de réponse à cette esthétique totalitaire qu'il défendait, et avait tendance à s'approprier les tableaux, voire les collectionner à titre personnel. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire sur le marché, mais en tout cas, l'arrivée au pouvoir des nazis et les saisies qui se déroulent dans les années 30, puis les reventes ou destructions d'œuvres d'art, ont largement chamboulé le marché de l'art mondial. Vous voyez, quand vous êtes Alfred Barr, vous êtes directeur du MoMA et que vous allez et que vous voyez une vente à Lucerne de tableaux saisis par les nazis, vous vous dites, si je l'achète, est-ce que je contribue à alimenter le régime totalitaire, ou alors est-ce que je suis en train de sauver l'œuvre de ce qui pourrait être sa destruction? C'est vraiment... Je crois qu'on va libérer la... On peut prendre une dernière question et après il va falloir libérer la salle. Une deuxième question, Victor, pardon, comme je sais que tu as bien dormi et que tu es lancé. Tu nous as bien expliqué ce qu'était une fausse peinture. Est-ce que, soit dans le procès, soit dans la presse de l'époque, il y a eu des réflexions de la communauté professionnelle, des marchands, pour savoir ce qu'était un faux marchand et un vrai marchand? Parce que finalement, ton marchand, c'est un vrai marchand. Je ne sais pas si je dois admirer la portée de la question ou sa répartie en soi. Mais j'aime bien penser comme ça, en fait. Et là encore, je botterai en touche en disant que ça me donne à réfléchir. C'était un peu, en fait, d'une certaine manière, tu accompagnes la fin et la chute de ma présentation. C'est-à-dire que, finalement, le problème, c'est pas les faux tableaux, c'est la nature de l'expertise et ou du marchand qui l'ordonne ou lui fait confiance ou la néglige. Donc oui, il y a sûrement des consortiums de vrais faux marchands qui se réunissent pour réfléchir à la nature de leur légitimité. Merci à tous.